Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titres. Justice, nouvelle affaire aux assises concernant un chanteur jugé cette semaine. Mickey Dingla comparaissait pour tentative de meurtre. À Saint-François, 3 semaines sans eau pour certains habitants. La colère gronde, les solutions se font attendre. Mobilisation massive des habitants de Saint-François contre un projet sur la plage de Raisin-Clair. Explication de la mairie. Alerte à la sécheresse en Guadeloupe. Comme l'an dernier, il faut réduire sa consommation d'eau, mais beaucoup n'en ont pas. Après le procès de Dominique Panol, voici celui de Mickey Dingla. Le chanteur comparaissait cette semaine pour tentative de meurtre à l'encontre de gendarmes. C'était en 2013. Le récit, le verdict avec Marius Mathieu. Et les questions, parfois sans réponse, étaient si nombreuses dans ce dossier qu'il aura fallu un jour de plus, 5 au total, pour que la Cour et les jurés se prononcent sur le sort de Mike Adekino et Mendy Castelnau. Après 6 heures de délibéré, le verdict est tombé tard dans la nuit de vendredi à samedi. Ils sont acquittés. Les jurés ne les ont pas reconnus coupables d'avoir tiré sur 3 gendarmes et 2 automobilistes. Une affaire qui remonte à 2013 à Sainte-Rose. Dans un premier procès, les 2 hommes avaient déjà été acquittés des faits reprochés sur les gendarmes, mais ils avaient écopé de 10 ans de prison pour les tirs sur les automobilistes. Une peine trop faible pour la Cour qui avait alors fait appel. Une victime témoin auditionnée lors de ce procès m'avait confié volontiers être persuadée de l'innocence des accusés. Ça m'étonne que quelqu'un puisse dire que c'était en fantaisie, que quelqu'un a monté un guet-apens et qu'il s'était exposé comme ça à des coups de feu. Et ce serait lui qui aurait préparé le guet-apens. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette enquête-là. Et moi, je suis sûr et j'affirme que le gars qui a tiré sur ma voiture, puisque les gars ont eu 10 ans de réclusion criminelle parce qu'ils ont tenté à ma vie, je sais que celui qui était là, c'était quelqu'un de ma morphologie, quelqu'un qui était même un peu plus taillé que moi, et que ce sont pas les jeunes qui sont dans le box, et c'est pas ça. Donc c'est clair que l'enquête a été bâclée et ils n'ont pas trouvé les vrais coupables. Mike Adekino et Mendy Castelnau sont donc libres. Ils ont purgé une peine de plusieurs années de prison pour ces faits qui leur étaient alors reprochés. Vont-ils être indemnisés ? Il a été impossible de convaincre les jurés de désigner les 2 hommes comme étant les coupables. L'avocat général avait pourtant demandé 20 ans de prison à leur encontre dans ses réquisitions. Ce soir de novembre 2013, à Sainte-Rose, des tirs ont été entendus. Une patrouille s'est alors rendue sur place pour sécuriser la zone avant d'être prise pour cible par des tirs et des jets de pierre. 3 gendarmes ont été blessés sous l'objectif d'une équipe de télé et des automobilistes avaient reçu aussi des tirs, mais cette fois, il a été impossible de convaincre les jurés de désigner les 2 hommes comme étant les coupables. Maître Gladys Democrite et Maître Jean, les avocats des accusés, avaient évoqué le manque de preuves matérielles et la volonté de condamner un coupable idéal. Mickey Dingla et son comparse sont libres. Comment peut-on imaginer que des familles, des enfants, des personnes âgées puissent rester sans eau ? Et ce, pendant 3 semaines pour certains, près de 2 mois pour d'autres. Les habitants de Saint-François n'en peuvent plus. Ils ont fait entendre leur colère cette semaine. Marius Mathieu. À l'entrée de la mairie de Saint-François, ce panneau stipule qu'il est défendu d'élever la voix pour éviter de provoquer, entre autres aux employés, une hyperacidité gastrique. Pourtant, ce matin, certains habitants en ont décidé autrement. Après plus de 3 semaines sans eau, ces habitants de la périphérie de Saint-François ont décidé d'exprimer leur colère directement à la source. Ils peinent à s'abreuver des explications officielles. Un premier souci, c'est le problème de la sécheresse. Il y a une diminution de la production globale, générale, sur l'ensemble de la Guadeloupe. Ce qui fait qu'effectivement, ceux qui sont en bout de course comme Saint-François, et d'autant plus le réservoir de mai qui se trouve en hauteur, eh bien, ils ont des difficultés à pouvoir approvisionner ce réservoir-là. Là, on s'est engagé à ce que le SIAG aussi nous donne des informations. Et comme ça, ils vont faire passer le message au niveau de ces quartiers. Deuxièmement, il va falloir qu'on puisse mettre en place une distribution d'eau qu'on va voir avec le SIAG et aussi, là aussi, c'est avec eux. On va organiser cette distribution d'eau.
Sous quelle forme la distribution? Alors, c'est des packs d'eau qui seront soit sur place ou soit on ira sur le terrain, se mettre sur un quartier et les référents vont venir récupérer au fur et à mesure pour ceux qui ne sont pas là, par exemple, dans la journée, qui travaillent. Donc les voisins vont récupérer pour les autres. Un problème de sécheresse, un manque de communication de la part du gestionnaire des eaux pour prévenir les riverains des coupures, ou encore des packs d'eau distribués. Des explications et des solutions aux antipodes de la réalité sur le terrain pour la centaine de foyers concernés. C'est ici que nous retrouvons Henri, l'homme qui a laissé exploser sa colère ce matin à la mairie de Saint-François. Après 10 semaines sans eau courante, ce marin pêcheur de 37 ans, père de 4 enfants, a dû faire preuve d'imagination pour survivre, en utilisant notamment les bouées de ses filets de pêche en guise de réservoir. Forcer le dos, tout le temps de forcer le dos pour aller tirer la chasse. L'eau, c'est un droit fondamental, c'est un truc qui est nécessaire. On doit avoir l'eau pour vivre. Et maintenant, je sors de la mairie, on me dit que c'est un problème de sécheresse. Mais c'est d'être première fois qu'avant en Guadeloupe, nous avons une sécheresse de 5 ans. Franchement, il n'y a pas de solution. C'est eux qui politiciens, mais il n'y a pas de solution. Pour pêcher du poisson, il faut avoir de l'eau. Pour avoir un poisson de choix, il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau pour faire de la glace. Quand il n'y a pas d'eau à Saint-François, il n'y a pas de glace, donc on ne va pas en mer. Et les gens qui vont en mer, c'est pour aller pêcher les poissons de casier qui rentrent à 9h du matin. Moi, je pars à 3h du matin, je rentre à 21h du soir. Donc, il faut avoir de la glace dans le bateau pour aller travailler. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de poisson, les touristes ne mangent pas le pélagique. Après ces coupures d'eau incessantes, certains habitants de Saint-François ont appris à se débrouiller, notamment avec des citernes mises à disposition par la collectivité, à moins qu'elles ne soient toutes comme celle-ci, sans la moindre goutte d'eau. Toujours à Saint-François, un projet d'aménagement fait polémique. Les habitants parlent de centre commercial installé sur la plage. La mairie, de son côté, explique qu'il s'agit de mettre aux normes des commerces avec eau, électricité et toilettes. Voici le reportage de Grégoire Tuitman. Plus de 300 personnes rassemblées ce dimanche matin sur la plage des Raisins Clairs. Ils s'opposent au projet d'aménagement du littoral de la mairie de Saint-François. Bientôt, un ensemble de magasins et d'équipements sanitaires occuperont cet espace. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Ma première réaction a été l'étonnement et qui a fait place très très vite à la colère. Un centre commercial de plus à Saint-François et en plus sur une plage, non, vraiment non. Et nous venons d'apprendre donc cette semaine, en cette fin de semaine, qu'il y a eu donc de la part de l'ONF de trouver donc carrément un cimetière d'esclaves. Donc je dis non, respect donc pour nos morts et respect ensuite pour les citoyens de la commune de Saint-François. Présence d'ossements d'esclaves sur le site, impact environnemental ou marchandisation de l'espace public. Les opposants au projet multiplient leurs arguments et s'organisent. Une pétition a déjà recueilli plus de 4000 signatures et la minorité municipale compte sur cette mobilisation. Cette mobilisation ne fait que s'amplifier. Car les gens n'étaient pas encore au courant, les gens étaient choqués. Tous les gens qui passent disent mais pourquoi il y a des barrières, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant que la population est au courant, de jour en jour, on a de plus en plus de monde qui rallie le mouvement et on va faire monter à tous les niveaux notre demande de rejet de ce projet et nous y arriverons. Pour la mairie, l'opposition serait d'abord politique et l'aménagement du littoral, une nécessité. Il n'y a pas sujet à polémique, c'est juste apporter un plus, c'est-à-dire que mettre les gens dans des locaux convenables où il y aura l'eau, l'électricité, il y aura des toilettes, les douches qui sont sur la plage vont être aussi réintégrées dedans avec, je dirais, un poste de police avancé qui va aussi avoir un œil sur ce qui se passe. Donc c'est un projet vraiment intégré et qui répond aussi, je dirais, à l'esprit de l'espace. À un an des élections municipales, la plage des Raisins Clairs semble sonner comme le premier round de la campagne. C'est la politique du non-dit au CFA Jean Belloc à Gourbert. Le centre de formation des apprentis est surendetté. Cela fait 5 mois que la région n'a pas versé la dotation due. À cause du non-versement de la région, les salaires ne sont pas payés. Les agents se sont mobilisés, très inquiets pour leur avenir. Grégoire Tuitman. Ces salariés en colère bloquent le CFA Jean Belloc de Gourbert pour la 3e journée consécutive. Ce centre compte 106 apprentis en formation dans le bâtiment. Les difficultés financières de l'établissement ne sont pas nouvelles, mais aujourd'hui, l'avenir de ces jeunes comme des 20 agents de la structure est plus qu'incertain. Aujourd'hui, on en est à 2 mois de salaire non payé et on s'est dit qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment?
qu'on se réunisse autour d'une table pour savoir s'il y a un projet qui est viable, qu'on travaille dessus ensemble et qu'on l'acte et avec la région et on se dit bon, on le fait. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, il faut que ça ferme. Mais qu'on le dise aussi. L'établissement n'aurait pas reçu sa dotation de la région pour l'année 2018-2019. Sa dette dépasse le 1 million d'euros. Malgré les difficultés, la direction ne perd pas espoir de voir ses activités se poursuivre. Il y a une piste que nous sommes en train de travailler avec le lycée professionnel de Blanchette pour voir dans quelle mesure, si la liquidation est prononcée, qu'on puisse présenter un projet qui puisse permettre de garder les infrastructures, de continuer et de voir comment au moins la partie CFA peut vivre à travers le lycée professionnel de Blanchette. En attendant, la situation des salariés reste des plus précaires. Ils ne sont pas licenciés et ne peuvent donc pas pointer au chômage. Alors, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Les homosexuels restent un véritable tabou chez nous, aux Antilles. On n'en parle pas, on subit les attaques homophobes. Un mouvement a donc vu le jour pour en dire stop et lutter contre les discriminations homophobes. Il s'appelle Rélovution. Reportage de Grégoire Twitman. Agressions, insultes, les actes homophobes sont devenus monnaie courante sur le territoire. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes s'organisent pour éradiquer ce fléau. La Guadeloupe accueille la première Rélovution, le rassemblement des associations de défense des droits des homosexuels dans la Caraïbe. Un événement qui répond à un véritable besoin d'engagement. Les conséquences de ne pas avoir de structure LGBT en Guadeloupe, c'est que ça prive aussi les personnes de se rassembler, d'échanger. Et donc c'est quelque part un frein aussi à la mobilisation des personnes. On souhaite donner envie aux personnes de s'engager. Ne plus avoir peur de s'exprimer, mais aussi agir contre les stéréotypes en revenant au fondement de l'homophobie bien spécifique de notre région. Car selon la sociologue Nadia Chonville, ce n'est pas l'homosexualité qui a été apportée par les Européens, mais bien l'homophobie. Quand on est antiraciste, anticolonialiste, et qu'on vient raconter que en fait ce sont les Européens qui ont importé l'homosexualité et que en gros lutter contre l'homosexualité, eh bien c'est anticolonial. En fait, ils croient bien faire dans leur raisonnement, mais ils sont eux-mêmes victimes d'une aliénation. Ils sont eux-mêmes en train de reproduire, de transmettre un discours colonial. Qu'elles soient racistes ou homophobes, les discriminations sont toujours un délit, comme le rappelle Martin Canval, référent d'un organe de lutte contre les discriminations. La discrimination telle que portée sur les 25 critères de discrimination, c'est prohibé, sont condamnés par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et des amendes jusqu'à 45 000 € d'amende. Voilà. Donc il y a quand même matière à être accompagné et à matière à ne pas se laisser stigmatiser, à ne pas se laisser discriminer en Guadeloupe, et en France, mais singulièrement en Guadeloupe. Un discours porteur d'espoir pour un fléau qui cache une terrible réalité. Aujourd'hui, un tiers des homosexuels a déjà envisagé le suicide. Retour à présent sur les lieux de l'incendie de Blanchard aux Abîmes. Plus de 2 semaines après, les sinistrés ont beaucoup de mal à faire face au quotidien. Tout perdre, c'est un séisme sur l'instant, mais c'est une dure réalité à laquelle il faut faire face pendant les jours et les mois qui suivent. Reportage Grégoire Twitman. Une vie partie en fumée. Le 25 mars dernier, Yves Labrana voyait sa maison brûler dans le quartier de Blanchard. Il revient régulièrement sur les lieux, comme pour contempler son ancienne vie. J'ai tout perdu, complètement même. Il ne me reste rien. Vêtements, chaussures, outils de travail, tout. Il y a 2 semaines, je ne dors pas. Je vois la maison dans ma tête. Chaque fois, je vois le feu. Je vois les pompiers, je vois l'ambulance. Je ne peux pas dormir. Un traumatisme qui s'ajoute à une précarité financière. Entre sa maigre retraite et le salaire de sa femme, ils atteignent difficilement 1 400 € par mois pour subvenir aux besoins d'une famille de 3 personnes. Grâce à la générosité des voisins, ils bénéficient chacun d'un hébergement temporaire. L'incendie a bouleversé leur quotidien. Ma femme est à un endroit, moi j'habite à un autre endroit. Depuis le 25, ça s'est commencé depuis le 25, aujourd'hui jusqu'à maintenant, on n'a rien. Aucun endroit pour se loger. Depuis 2 semaines,
Il a reçu pour seule aide un chèque de 700 € de la mairie des Abîmes pour l'aider à subvenir à ses premiers besoins. Ne sachant pas quelle démarche effectuer, il ne se rend qu'aujourd'hui chez son assureur pour obtenir des indemnités. Tant que le client ne se manifeste pas, on ne peut pas faire les démarches pour lui. Le client doit se rapprocher de son assureur. Son assurance à lui, il peut se faire rembourser tout ce qui est intérieur. Après, il y a des démarches, comme là c'est un incendie, donc il y a tout ravagé, donc il faudra faire cas par cas. Grâce à ce premier pas, son dossier va être traité et un expert passera évaluer les dégâts dans les 48 heures. Une première étape dans la nouvelle vie de Yves et de sa famille. Exactement comme l'an dernier, à la même heure, alerte à la sécheresse en Guadeloupe. Le mois de mars aura été très peu pluvieux et la quantité d'eau tombée ne permet pas de reconstituer les réserves. Ce mois-ci, en avril, il est demandé de réduire ces utilisations d'eau dans certains cas, pour ceux qui ont de l'eau évidemment. Reportage Camille Riroual. On retrouve bien progressivement cette zone qui s'étend avec le Niño qui s'installe. La Guadeloupe est dedans aussi, donc la Guadeloupe est bel et bien en sécheresse. Cette sécheresse sévère qui s'installe partout. On a actuellement des phénomènes de grande échelle qui sont en train de véhiculer sur nous des contradictions. On retrouve le Niño qui influence l'ensemble du bassin caribéen et qui assèche l'ensemble des îles. Ces îles sont actuellement en sécheresse sévère et on remarque même que par endroits, notre archipel même est concerné par cette sécheresse sévère. En Côte-sous-le-Vent, dans le grand nord de la Grande Terre, la partie près de la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Mais on remarque aussi que l'Alizé, plus véloce que d'habitude, est en train de concentrer les nuages sur la partie Grand Fond, nord Basse-Terre et est Basse-Terre. Et là, les nuages se créent sur la Grande Terre, deviennent plus denses et vont être bloqués par le relief basse-terrien et faire pleuvoir. Ce phénomène-là n'existe nulle part ailleurs aux Antilles. Nulle part ailleurs. On retrouve ça qu'en Guadeloupe parce qu'il faut qu'il y ait une île devant une autre, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, on retrouve ces nuages qui se créent aussi, mais qui vont passer par-dessus les montagnes, passer par-dessus les îles sans pleuvoir, ils vont faire de la pluie après les îles, ce qui n'est pas le cas chez nous. D'où cet effet de retard à la sécheresse qu'on a actuellement. On voit le Niño qui s'est bien installé partout en vert, là. C'est la partie où l'évaporation est de plus en plus importante sur le Pacifique avec donc plus de pluie. Et on voit en opposition s'installer cette bande de sécheresse qui est de plus en plus importante, d'où cet effet de sécheresse sévère qui semble perdurer ailleurs, qui va se renforcer peut-être chez nous et peut-être nous menacer chez nous aussi. Plus de 30% des Français vivant dans les grandes villes se disent prêts à laisser leur voiture pour l'écologie. Mais en Guadeloupe, le système des transports en commun est tel qu'il est impossible de l'envisager pour l'instant. En attendant, les amoureux des voitures se sont régalés jeudi au Palais des Sports du Gosier. Reportage de Camille Riroual. Ce nouveau X5 fête en fait ses 20 années d'existence. C'est elle qui avait lancé à l'époque ce qu'on appelait le segment SUV. Donc il y a un marché, je dirais, de reconquête. C'est un véhicule qui est techniquement très au point, qui a beaucoup de nouvelles technologies et qui est très avancé et qui, à mon avis, va beaucoup plaire à notre clientèle qui est habituée à ce segment et surtout à ce véhicule-là qui est quand même très spécifique. BMW dans le premium est premier dans son segment, donc fait partie du premium de tout ce qu'on trouve donc, sur ce marché. Et nous essayons bien sûr de non seulement maintenir notre place, mais d'essayer de performer encore plus. Je ne vais pas refermer ce journal sans vous dire que je suis heureuse de fêter mes 1 an avec vous ici sur ETV. 1 an que je suis à Paris, vous le savez, mais également avec vous en Guadeloupe. Je veux donner à mon pays, mais aussi encourager cette jeune équipe qui travaille dans les coulisses pour vous donner le meilleur de l'info sur ETV. Merci à la Guadeloupe, merci également à la Martinique, merci à la Guyane, merci à la Caraïbe de nous suivre tous les jours. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine sur ETV. Grandissons ensemble.